Alors vous remarquerez qu'elle a quand même des beaux chaussons tout blancs, la chouette Harfang. Si les pattes sont emplumées jusqu'aux ongles, en général chez les rapaces nocturnes, là les pattes ont un beau toupet de plumes blanches qui recouvre chaque doigt, les doigts étant souvent en contact direct avec la neige. Le Grand Nord, ce sont aussi des régions de l'extrême, on a parlé du grand froid, mais il y a aussi ces jours, ces nuits qui durent plusieurs semaines d'affilée. Donc vous avez ici l'exemple type d'un rapace nocturne bien le jour que la nuit. Cette chouette Harfang, c'est une jeune chouette. Alors, cette hier, le mâle et la femelle, voilà, ne bougez pas, non, vous n'avez pas vu arriver, mais... Donc le mâle ou la femelle, dans le circuit des volières, avec en particulier le mâle tout blanc et la femelle qui reste ainsi noire et blanche. Vous remarquerez, enfin là elle n'est pas bien placée, les yeux jaunes d'or, très très beaux chez cette espèce. Et en général, les yeux des rapaces sont très lumineux. Alors on a vu les grands-ducs africains qui avaient les yeux bruns, là tout à l'heure, mais il y en a qui ont des yeux orange, le grand-duc européen, le nôtre. Ici, ce sont deux beaux boutons d'or de chaque côté du bec. Cette chouette vit dans les toundras, donc là encore des paysages un peu particuliers, pas d'arbres, ce qui l'oblige à nicher au sol. Elle creuse une légère dépression et puis elle s'installe, elle couve ses œufs. Les jeunes naissent donc à même le sol et puis ils sont tout blancs à la naissance. À 10 jours, ils sont gris et puis ensuite le jeune oiseau, celle-ci est du printemps, donc elle n'a que quelques mois. Le jeune oiseau est ainsi et il devient avec les couleurs de l'adulte quelques années après. Toujours les disques faciaux dont je vous ai parlé, ici ils sont blancs, ils entourent les yeux, ces disques. Ce sont des paraboles qui renvoient les sons vers les oreilles. Je ne vous l'ai pas dit, mais je fais une petite parenthèse. Il ne faut pas bouger et surtout pas lever les bras. Voilà, je le redis à tout le monde. La chouette d'Harry Potter, ici présente, pour ceux qui ont vu les films ou qui ont lu les romans, c'est une espèce très symbolique. On peut d'ailleurs parler du symbolisme chez les rapaces nocturnes, qui est un peu particulier parce que tout à fait double. Là, c'est un symbole de courage chez les Inuits, mais pour s'approprier le courage de cette chouette, il fallait porter ses serres. Donc, bien sûr, ça n'a pas vraiment aidé l'espèce. Aujourd'hui, ce sont des pratiques qui sont interdites, d'autant plus que la chouette Harfang est très surveillée. C'est aussi l'emblème du Québec. Et on a un petit peu de mal à discerner les effectifs dans la nature, parce que les régions du Grand Nord sont peu parcourues, parce qu'également il y a ce qu'on appelle un erratisme, c'est-à-dire un mouvement des adultes, quand leurs proies préférées, qui sont des gros rats qu'on appelle les lemmings, ne sont plus là. Tous les 4 ans, ces lemmings voient leur population chuter, et quand il y a moins de proies, les oiseaux bougent pour trouver des proies de substitution. Elle a été signalée 4 fois en France au siècle dernier, cette chouette, dans la région de Bretagne. Donc elle fait de rares passages. Le siècle encore avant, elle est une seule fois. Mais là, les données étaient beaucoup moins présentes et beaucoup moins fiables aussi. Donc il y a cet erratisme là dont je parlais, puis aussi une reproduction très fluctuante. Imaginez les années où il y a beaucoup de ces lemmings, de ces gros rats, elle va bien se reproduire, elle aura de quoi nourrir 6, 8 oisillons, mais les années où il n'y a pas de lemmings, à ce moment-là, parfois la femelle ne va même pas pondre d'œufs. On voit vraiment une relation très importante entre le nombre de proies et la reproduction de ces espèces de prédateurs. Premier des rapaces diurnes qui arrivent parmi nous. Ces rapaces diurnes, ce sont oisifs, puisqu'il peut aussi capturer un rongeur au sol, un lézard par exemple, mais il va aussi savoir capturer les oiseaux, et donc c'est en tant qu'espèce ornithophage, ornitho-oiseauphage qui mange, que nous vous le présentons. Frédéric a sorti un leurre qu'il fait tourner. Ce leurre simule un oiseau en mouvement, et notre faucon va attaquer régulièrement le leurre
jusqu'à ce que Frédéric lui offre ce leurre. Alors observez bien, ces faucons chasseurs d'oiseaux ont véritablement une forme que l'on dit aérodynamique. Les oiseaux sont rapides, les oiseaux que recherche notre rapace volent. Ils ont les mêmes sens en alerte et puis ils sont vifs comme l'éclair. Alors notre faucon, dans l'absolu, doit être plus rapide et plus intelligent que ses proies. Il sait d'ailleurs anticiper les réactions de la proie, ça il l'apprend. Ça vient bien sûr avec l'expérience. Le jeune faucon qui va effectuer ses premières chasses va souvent les manquer, mais un faucon d'expérience va justement ne plus manquer ses proies, ou très rarement. Il va revenir vers le leurre, on voit une silhouette pas très grande, et quand même, il peut chasser des oiseaux petits, moyens, comme le pigeon, parfois plus gros que lui, comme le faisan ou le canard. Outre sa forme aérodynamique, il voit à peu près 10 fois mieux que nous, et heureusement. Ah ben non, il irait moins bien remarquer après. Puis vous aussi. Son régime alimentaire. Donc cet oiseau, lui par contre, détient le record de vitesse dans le règne animal, 350 voire 410 km/h. Voilà la vitesse qu'il peut atteindre en piqué. Alors ça, c'est vraiment une chasse à nature quand on a un petit peu de chance et quand on est quand même observateur justement. Là maintenant, un autre grand groupe chez les rapaces, c'est plein ciel pour planer. Donc là, en général, les buses, c'est ce que l'on appelle les chasseurs aériens des plaines. Elles utilisent les ascendances thermiques, les colonnes d'air chaud, qui fonctionnent finalement comme des ascenseurs naturels. Tout à l'heure, à 2 heures, on a vu une buse qui s'est bien rapprochée. Elle planait, alors très jolie. On s'aperçoit alors qu'il n'y a que très peu de mouvement de distance. C'est ainsi que les oiseaux migrateurs vont parcourir des milliers de kilomètres. Alors, c'est la buse augure, là, c'est l'Afrique. Et puis la petite brune à notre gauche, il y en a 2, il y en a une qui est partie dans les bois, je crois. Ça, c'est la nôtre de buse, celle qu'on dit variable, buse variable. Il y en a des foncées, il y en a des très clairs. Toute la gamme de ces variations entre le beige blanc et le brun foncé. Et celle-là, vous la connaissez sûrement, puisqu'on la voit le long des routes et des autoroutes perchées sur les piquets ou sur les branches d'arbres. Très très grande chasseresse de petits rongeurs. D'ailleurs, en général, ces buses aiment les rongeurs. Alors, bien sûr, tout dépend du territoire qu'elles occupent. Et justement, puisqu'on parle de territoire, les rapaces sont dans leur majorité des animaux territoriaux. Donc, il y a vraiment la défense d'une portion de terre. Là où ils vont se servir à manger, là où ils vont chasser, voilà la très brune buse variable qui passe. Et puis c'est aussi leur maison, c'est là où ils vont installer leur nid. Et les buses aiment beaucoup les arbres, parce qu'elles y installent des nids parfois très beaux. Ça caractérise la buse royale, qui construit des très grands nids. Et la nôtre, elle entremêle des branchages. Ou alors, elle a une autre technique, eh bien, elle emprunte, entre guillemets, ces rapaces de gérer une population de proies et de la maintenir en bonne santé. On n'a encore jamais vu un rapace qui exterminait toutes ses proies, ça veut dire la... Et il aura tête et queue blanche quand il aura 5 ans. Il a 3 ans, donc il va falloir encore attendre. Mais néanmoins, on voit se dessiner ces plumes beige, par exemple. Et il y a... Au fond de cet aigle là-bas, quand vous repartirez, vous regarderez. Les yeux ici, ils sont bruns. Chez les adultes, ils sont très très clairs. Presque un jaune presque transparent. Et
Il aime bien les flancs de falaise pour installer son nid, qui est très grand, généralement, plusieurs mètres de hauteur et de diamètre. Il vole, il plane au-dessus de... Alors, si vous voulez venir vous placer par là-bas, vous pouvez, faites attention à la trajectoire. Pour la fin de la présentation, rien n'a pris. Ce sont ici des petits jeunes de l'année. Une petite partie de notre reproduction 2007. D'abord, nous, on ne vole pas. Acrobatie en vol. Ils savent le faire parce que dans la nature, c'est un geste qui leur est habituel. Ils mangent les gros insectes. Voilà pourquoi ces acrobaties dont ils sont capables leur permettent de capturer les grosses libellules, par exemple. Ils savent aussi très qui présente une bonne adaptabilité. Un rapace qui est opportuniste, ça veut dire qu'il sait profiter de toutes les occasions, mais aussi qu'il sait changer ses techniques de chasse, très réfractaires au moment de la fauche, parce que là sont découverts des tas de petits animaux qu'ils vont savoir prélever. On les voit se rapprocher aussi des piscicultures, là ils vont trouver des restes, et puis on les voit dans les décharges. Donc voilà ce qui illustre vraiment l'opportunisme chez ces rapaces, ils savent un petit peu tout faire. Très intelligent, le Milan noir, pour partir de la France et aller en Afrique, maintenant. Retour fauve, et sur la perche, c'est Caramel. Caramel est plus vieux que Maurice, hein. Vous regarderez la petite collerette à la base du cou. Elle est marron chez Maurice, elle est blanche. On dirait la fourrure du manteau de Papa Noël chez l'adulte Caramel. Retour fauve, ancien monde aussi, oula. Le vautour oh non, mais si, regardez. Et il est africain, le vautour à dos blanc, et là il représente la taille intermédiaire entre les petits vautours ici américains et les gros, un cou très long et flexible, et peu de plumes sur ce cou, voire pas du tout en fonction de l'espèce, puisqu'ils vont manger les animaux morts et aller vraiment fouiller à l'intérieur du cadavre. Et c'est vrai qu'ils sont souvent rouges après la curée, mais ils font leur toilette. Et ça c'est impératif, parce que des plumes souillées par du sang séché à 3000 mètres d'altitude, là il y a danger. Donc ils prennent tous un grand soin de leur toilette. Et vous verrez tous les oiseaux passer un temps infini à lisser les plumes, à les ranger dans le bon ordre, parce qu'il y a un ordre, il ne faut pas ranger n'importe comment. Comment? Non, il y a parfois des culbutes, n'est-ce pas monsieur, mais non, ça se passe bien. Vous remarquerez les grandes ailes parce que là, nous sommes chez les planeurs rouges. Plusieurs dizaines parfois de vautours se rassemblent autour d'un cadavre et ils vont tout simplement nettoyer le cadavre. Vous verrez les vautours fauves courent dans les années 60 à maintenant plus de 600 couples grâce au programme de sauvegarde et de réintroduction qui a vu le jour donc il y a quelques dizaines d'années. La première réussite de ce programme, c'était la naissance d'un jeune vautour fauve dans les Cévennes qui était issu de couples réintroduits. Et donc là, évidemment, affaire très très suivie, on l'a appelé boule de race, et puis depuis 1981, il y en a eu beaucoup d'autres boules de race. Aujourd'hui, ce vautour est très lié à l'élevage au vin bovin, donc c'est vraiment une majorité de sa nourriture qui permettent de maintenir et de gérer nos populations de vautours fauves. En ce moment, il y a toute une polémique à propos des vautours fauves. Bien sûr, le milieu scientifique n'a absolument pas la même approche du problème que les médias pensent tous les gens concernés. Donc ne vous en privez pas. Voilà, départ de nos vautours. C'est avec leur départ que l'on va terminer cette présentation. On a Milou qui fait le ménage, là, derrière vous. Un de nos bébés, celui-là.
Très beau quand même, on les a bien réussis, hein, les bébés cette année. Hein. Ah oui, d'ailleurs comme tous les ans. Voilà, départ du dernier vautour de Caramel. Les rapaces sont intégralement protégés en France. Bon, faut pas faire... Putain. C'est le vautour. Mais il y a